Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette réunion de présentation du Master 272. D'accord, donc je vous propose d'organiser la réunion de la manière suivante. Je vais d'abord peut-être vous faire une présentation des principales caractéristiques de la formation, et puis ensuite des profils un peu qu'on attend dans cette formation. Et puis ensuite, évidemment, on passera aux questions et donc je répondrai à vos questions et à vos interrogations. Alors, le Master 272, c'est une formation qu'on a créée en fait il y a exactement 20 ans, lors de le passage des 2A, des ESS, ce qu'on appelait le ND au Master. Et c'est une formation qui en fait euh, est au sein de ce qui s'appelait alors, à l'époque le département de l'économie appliquée. Et donc, c'est une formation euh, nous revoilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Apparemment, il y a une déconnexion brutale et inopinée. Voilà. C'est bon? Très bien. Donc, je disais que la formation, dans quelle langue je veux, non, je veux pas parler en anglais, merci. C'est une formation qui avait pris naissance au sein d'une formation d'économie. Et donc, l'idée a été de vouloir faire une formation oui, oui, ça, le français très bien. Enregistrement, transcription, parfait. Hop. Qui s'appuyait en fait sur trois piliers. On voulait avoir une formation qui, en effet, permette de former les étudiants qui maîtrisent bien la théorie financière et la théorie économique, donc la modélisation économique et financière. Des étudiants qui maîtrisent les outils professionnels de la finance. Et donc, lorsqu'on a créé le master en 2005, en fait, c'est la grande époque du développement en France dans les salles de marché de VBA, Visual Basic for Application, qui est un langage très pratique mais peu universitaire. Malgré tout, on en a fait initialement notre cheval de Troie, un peu. Et puis, cette idée, elle s'est poursuivie. Aujourd'hui, VBA est un peu en déclin, même s'il reste présent. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qui monte en puissance, c'est Python. Et donc, on a cherché, évidemment, à adapter notre formation. Donc, c'est le deuxième pilier, c'est les outils quantitatifs professionnels de la finance. Et puis ensuite, le troisième pilier, c'est d'avoir des étudiants qui savent, qui maîtrisent les méthodes quantitatives. Les méthodes quantitatives, les statistiques, économétrie financière, et puis des méthodes de résolution numérique et autres. Et ceci, en fait, ça nous a conduit donc à mettre en place cette formation qui, en fait, progressivement, au fur et à mesure où elle s'est développée, on l'a organisée donc en parcours, d'accord, de manière à, en fait, donner quand même une certaine cohérence au tout. Et aujourd'hui, donc, la formation, elle comprend trois parcours, dont deux sont ouverts donc, aux candidatures extérieures en finance de marché. Donc, vous avez aujourd'hui un parcours, en effet, purement marché et un parcours quantitatif.
Alors, la caractéristique de ces deux parcours, c'est que de toute façon, vous passez un temps très important durant l'année, d'accord, en salle informatique, à faire beaucoup d'applications. Vous avez, par exemple, vous faites de l'économétrie financière, mais dans l'économétrie financière, donc, grosso modo, vous allez avoir une séance sur trois qui va être en effet une séance magistrale, et vous aurez deux séances sur trois où vous ferez des applications en scène machine sur du Python ou sur du MATLAB. Voilà. Et que vous soyez en marché ou en parcours quantitatif, vous avez une dose en effet d'application, d'informatique, de code qui, je pense, est largement supérieur à ce que vous trouvez dans d'autres formations. Voilà. Notre objectif, c'est en effet de vous poursuivre une formation sur les trois piliers que j'ai énoncés, mais une formation en effet où on va très rapidement dans des applications qui sont professionnelles. D'accord? Et la différence entre les deux parcours, marché et quantitatif, elle est assez simple. Elle est dans la dose de méthode quantitative et des cours de finance. Dans le parcours quantitatif, vous allez faire, par exemple, au deuxième semestre, plus de data, vous allez avoir des cours de machine learning que vous n'aurez pas fait dans le parcours marché. Dans le parcours marché, vous allez faire plus de cours de finance quantitatifs ou même des cours de finance professionnelle. Voilà. D'accord? Tout le parcours il est organisé en fait en deux semestres. Le premier semestre, c'est un parcours où en fait vous avez beaucoup de. Grosso modo, vous avez le socle de connaissances. Et donc au premier semestre, ben, par exemple, vous ferez des cours d'économétrie, vous ferez les cours de programmation orientée objet pour Python, vous ferez les cours API Python, etc. Au deuxième semestre, donc il y aura la dose de cours optionnels sera plus importante et donc ce sera plus des cours tournés vers l'application. Vous ferez toujours du Python, mais ce sera du Python appliqué sur les produits structurés, ce sera du Python appliqué sur la gestion des risques et autres et autres. D'accord. Donc une organisation en deux parcours qui, où vous avez encore une fois beaucoup d'infos et simplement une organisation qui mixte avec des doses différentes, le quantitatif et la finance, avec une organisation où en premier semestre, vous avez plutôt les cours obligatoires et en deuxième semestre, plutôt les cours appliqués. Alors, que ce soit le parcours marché ou le parcours quantitatif, au niveau des évaluations, vous avez beaucoup de cours qui vont être évalués en fait sur des projets. Grosso modo, je pense que au sein du parcours marché ou du parcours quantitatif, les étudiants au cours de l'année doivent réaliser pas loin d'une dizaine de projets. Alors, par exemple, il n'y a pas très longtemps, le samedi 18 janvier, le parcours quantitatif il a soutenu ses projets de gestion quantitative, d'accord? Et donc, c'était des projets où les enseignants avaient distribué des articles de recherche, d'accord? Et les étudiants devaient à la fois être capables de répliquer l'article de recherche, qui sont des articles donc, de finance appliquée. Ils devaient être capables de répliquer aussi bien que possible l'article proposé. Et en plus, ils devaient être capables de faire des extensions sur le papier, ou des petites variantes. Ok, en fait, la plupart, grosso modo, deux tiers des cours doivent faire l'objet en fait de projets. D'accord, il y a évidemment des cours qui naturellement ne sont pas évalués sur des projets. Par exemple, le cours de Calcusto, c'est évidemment un examen standard. D'accord, et donc ça aussi, c'est un élément central du master, c'est qu'on préfère, si c'est possible, faire une évaluation sur les projets. Ça permet aux étudiants évidemment d'appliquer, encore une fois. Et même si, évidemment, le coût à payer, c'est que, évidemment, c'est souvent plus lourd de faire un projet. Euh, Même si vous êtes à deux ou trois, c'est souvent plus lourd de faire de tels projets que de faire des examens, mais en même temps, professionnellement, c'est beaucoup plus productif.
D'accord? Si vous faites des bons projets, eh bien, évidemment, quand vous candidatez, quand vous passez des entretiens, plutôt que de dire que vous avez eu telle note et telle note, vous pouvez quasiment envoyer ou faire partager le projet que vous avez fait. Voilà. OK. Et donc, ça, c'est un axe important du master, c'est de privilégier en effet les travaux appliqués. Et c'est d'autant plus facile que, en fait, les enseignants du master sont très souvent, très largement majoritairement, des enseignants professionnels. D'accord, la gestion quantitative, par exemple, c'est actuellement fait au premier semestre ou au deuxième semestre par environ 4 enseignants. Sur les 4 enseignants, il y en a 3 qui sont des comptes dans des grandes entreprises, soit en France, soit en Suisse. Et le dernier des 4, en fait, il a été pendant plusieurs années Kant à Natixis. Et il est actuellement enseignant dans une école d'ingénieur. Donc, pratiquement en 3 quarts, vous avez des enseignants qui, en effet, sont professionnels. Euh, Évidemment, ça facilite évidemment la réalisation du souhait d'un objectif de notre master, qui est en effet d'avoir un enseignement qui est très en lien avec ben, les pratiques que vous rencontrerez dans l'industrie. Et donc, c'est un peu notre façon de fonctionner, sachant que ben, le master, c'est quand même une formation assez importante en termes d'effectifs. Lorsqu'on a créé, on tournait, la première année, on devait être à 25 étudiants. Aujourd'hui, les 3 parcours compris, on est à peu près à 120, d'accord, sachant que bah, c'est des parcours qui, en effet, sont d'environ chacun une quarantaine, 40 étudiants. Voilà. Si vous êtes pour le parcours marché et pour le parcours Kant, d'accord, c'est 2 parcours où l'effectif il est composé pour moitié d'étudiants qui montent du M1 de Dauphine, donc du M1 économie et finance, et pour moitié d'étudiants extérieurs. Voilà, et donc les profils que l'on recherche, pour venir à ce deuxième élément, c'est plutôt des profils en effet qui sont que ce soit en marché ou en Kant, c'est évidemment, vous en doutez, des profils d'étudiants qui ont suivi des cursus qui donnent une importance assez grande à l'informatique, au quantitatif. Donc, c'est des profils soit qui viennent d'écoles d'ingénieurs, soit des profils de formation de maths info ou des profils d'éco, mais avec une bonne dose de pratique. Voilà. Et en général, ce qu'on regarde aussi, c'est aussi les stages et les expériences professionnelles que vous avez fait. D'accord? Et une fois ceci dit, ce qu'on recherche aussi, c'est des étudiants qui sont prêts en fait à s'investir complètement pendant la durée de la formation, sachant que la formation d'un M2, c'est très court. Vous rentrez début septembre, vous finissez début avril au niveau des cours. Et donc, grosso modo, vous avez 3 mois et demi au premier semestre et vous avez également, grosso modo, 3 mois et demi au deuxième semestre. Ça va très vite. Et donc, ce qu'on demande aux étudiants qu'on cherche, qu'ils soient prêts à s'investir complètement, avec un rythme qui n'est pas négligeable. Je vous ai parlé des projets et autres. Les étudiants, souvent, comme on fait appel à des professionnels, ils ont des journées assez longues. Professionnels, en effet, vont, ne vont pas venir forcément, la plupart, au milieu de la journée. D'accord? Quelques-uns le font. Ils ont parfois des situations, des postes dans l'industrie du conseil, où ils ont une certaine liberté qui leur permettent de venir dans la journée. Et là, beaucoup sont contraints de venir après leur journée, donc plutôt en soirée. D'accord? Donc ça fait des journées pour les étudiants qui peuvent commencer à 8h30 et finir à 20h30. Il y a aussi certains qui viennent, non pas en semaine, mais le samedi. Et donc il faut être prêt, en effet, à avoir des semaines assez longues, d'accord? Et avoir un rythme de travail assez soutenu pendant 6 mois. Ouais.
Alors, si, souvent, j'utilise la métaphore de la mine. Il faut être prêt, en effet, pendant 6 mois à descendre au fond de la mine pour finalement s'investir dans le master et en profiter. Alors, l'objectif du master, c'est qu'au bout de cette période, bah, vous aurez acquis une maîtrise des instruments et autres, une expérience aussi qui vous permettra de candidater sur des postes qui sont rarement obtenus par des étudiants qui sortent d'une formation universitaire. Alors, le master, donc c'est les profils que l'on recherche. Le master a aussi une caractéristique, c'est que ce soit dans le parcours marché ou le parcours quantitatif, vous pouvez le faire en apprentissage. Et en fait, dans ces deux parcours, il y a à peu près cette année, il y a à peu près 80% des étudiants qui sont en apprentissage. D'accord. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un élément qu'on trouve très positif, parce que finalement, l'expérience monte en niveau M2 aujourd'hui, compte tenu bah, du fait que les entreprises recherchent beaucoup aujourd'hui des postes proposent beaucoup de postes d'apprentissage. Vous pouvez en effet, durant l'année, en parallèle avec les études, bah, en effet, trouver des stages, des apprentissages, pardon, qui sont des postes qui sont très intéressants et où, de manière vraiment réelle, vous pouvez mettre en pratique ce que vous voyez dans les cours, de même que dans les cours, vous verrez des éléments qui vous verrez en même temps professionnellement. D'accord. Donc l'apprentissage est un élément important. C'est aussi quelque chose qui vous permet bon, d'acquérir donc parallèlement aux études une expérience assez rapidement. C'est aussi quelque chose qui vous permet finalement paradoxalement d'avoir plus de flexibilité sur la sortie. D'accord? Parce que en tant que dans le M2 à Dauphine, vous devez faire, pour valider votre formation, vous devez faire au moins 4 mois d'expérience professionnelle. Et donc, si vous êtes apprenti, ben, ces 4 mois, vous les ferez parallèlement à vos études. Si vous êtes en formation initiale, vous pourrez le faire, votre expérience professionnelle, qu'après la fin des cours, à partir du mois d'avril. D'accord? Et parfois, le fait d'être obligé, comme cela, de faire 4 mois de stage après le mois d'avril, parfois ça va poser des contraintes dans vos projets. Par exemple, parfois certains d'entre vous vont vouloir faire des VIE, et très souvent dans les VIE à l'étranger, les RH vont vous demander de prouver que vous avez validé votre formation. Alors, et évidemment, pour valider la formation, il faut avoir déjà fait l'expérience professionnelle, et donc vous voyez qu'il y a une contradiction à candidater sur des VIE. Alors que si vous êtes, par exemple, apprenti, ben, quand vous serez arrivé au mois de juin, juillet, vous aurez déjà fait votre expérience. Et lorsque les étudiants en apprentissage trouvent un lieu qui les intéresse, à Londres, New York, Hong Kong, etc., ils peuvent faire la demande auprès de leur équipe d'abroger, de raccourcir, de mettre fin à l'apprentissage de manière un peu prématurée, souvent au mois de juillet. Et comme les équipes sont la plupart du temps très bienveillantes, en fait, il n'y a aucun problème. Et donc, d'une certaine façon, l'apprentissage qui paraît souvent à certains être une contrainte, c'est parfois au contraire un élément qui facilite la poursuite des projets. C'est vrai pour les VE, c'est vrai aussi pour les masters spécialisés. Il y a beaucoup d'étudiants dans le master qui, en fait, très souvent, après l'avoir fait, notamment dans le parcours quantitatif, veulent poursuivre. Certains ayant le projet de faire des thèses en finance et autres. Et dans ce cas-là, ils candidatent sur des masters spécialisés à Centrale, à SAE, Télécom, Master L'Orélie, etc. Et comme ils sont apprentis, ils n'ont aucun problème pour enchaîner, commencer les études au mois de septembre. Alors évidemment, bah, si vous êtes en formation initiale, il est souvent engagé dans ce stage que vous devez mener et que vous devez poursuivre jusqu'à la fin pour pouvoir valider. D'accord? Donc il y a un intérêt, il y a un double intérêt à faire l'apprentissage, c'est en effet avoir cette expérience professionnelle, avoir cette expérience où en parallèle à vos études, vous avez finalement, vous mettez en œuvre des outils très souvent. Et puis il y a cette capacité en sortie, bah, de pouvoir plus facilement enchaîner sur des projets. Alors, au sein du M2, l'apprentissage, il a un rythme assez spécifique.
d'accord, qui est en fait que pendant les 2 premiers mois, septembre-octobre, vous êtes à temps plein à l'université. C'est là où on cherche à finalement augmenter pas mal de volume de cours, notamment sur les cours un peu fondamentaux. Ensuite, à partir du mois de novembre, vous passez en alternance, d'accord, jusqu'au mois de mars, fin mars. Et donc, vous êtes 3 jours en entreprise, le lundi, mardi, mercredi. Ok. Et puis ensuite, vous êtes à l'université, y compris souvent le samedi. D'accord. Et ensuite, à partir de grosso modo mi-avril, vous passez à temps plein en entreprise jusqu'à la fin du contrat, qui souvent, par défaut, est mi-septembre. Et donc, c'est un rythme assez, entre novembre et fin mars, c'est un rythme assez prenant. D'accord? Parce que vous devez trouver l'équilibre entre l'entreprise et, euh, l'université. Et c'est quelque chose qui est assez positif souvent au niveau de votre formation. Donc c'est quelque chose qui est qui est assez bien vu. Enfin, c'est plutôt encouragé dans le master, comme je l'ai dit, il y a 80%. Et en fait, dans la recherche des postes, en fait, évidemment, on vous aide à trouver ces postes en vous retournant toutes les offres qui nous parviennent, sachant que au M2, donc je vous ai dit, il y a à peu près, cette année, il y a 80 étudiants qui sont en apprentissage, grosso modo, essentiellement sur les parcours marché et Kant. Le troisième parcours corporate, l'apprentissage est moins important. Il fait que certains postes comme les FUSAC et autres sont assez peu compatibles avec le rythme de l'apprentissage. D'accord. Donc on vous retourne ceci et vous avez en fait, lorsque vous avez jusqu'à décembre, mi-décembre pour trouver l'apprentissage. Et évidemment, si vous ne le trouvez pas en ayant fait de la recherche, vous n'êtes pas jeté, et vous êtes simplement, vous passez en formation initiale. Voilà. Donc c'est une dimension importante du master, que cette dimension en apprentissage. Le master, je pense, est assez apprécié auprès des principales boutiques de la place. Les étudiants sont souvent vus comme étant comme l'a dit un des enseignants de gestion quantitative, comme étant des petits couteaux suisses. C'est un peu la marque du master. Votre formation qui repose sur les 3 éléments de connaissance de la théorie financière et économique, de maîtrise des outils informatiques et de maîtrise des méthodes quantitatives. C'est une formation qui doit vous permettre en effet d'être assez opérationnel et capable d'apporter une contribution importante à vos équipes. D'accord. Et les postes qui sont pris par les étudiants en fait en marché ou en quantité sont vraiment très divers. Ça va de postes d'analyste quantitatif à des postes parfois qui sont rares, hein, à des postes de trading, à des postes de gestion quantitative. Par exemple, les postes de trading aujourd'hui, c'est un peu rare. À des postes de structureur et autres et autres. Donc plutôt des postes où en effet qui mettent en valeur le fait que, à la différence de certaines formations, vous avez une capacité à vous approprier les outils des salles et à les exploiter. Donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur la formation, le 272. D'accord. Et donc grosso modo, ben, il reste à peu près une demi-heure ou 20 minutes. Et donc ben, je vous propose maintenant de passer aux questions. Donc par exemple, alors, sur les matières, oui, je peux avoir quelques petites des matières des différents parcours. Alors, où est-ce que vous sont les fichiers? Par là. Hmm, voilà. Ah, par exemple, au niveau des parcours quantitatifs, au niveau des matières, bah, vous voyez, il y a au premier semestre, hop, il y a grosso modo. Alors, les cours sont rassemblés par bloc.
D'accord? Donc, par exemple, au premier semestre, il y avait un bloc sur le calcul stochastique et produits dérivés, où il y avait un cours de 36 heures de calcul sto. Il y avait le cours de gestion quantitative, qui est un cours qui faisait 54 heures. Donc, vous avez 4 enseignants, donc c'est un cours extrêmement important. Vous aviez un bloc d'informatique pour la finance quantitative, où en fait, vous aviez, au sein de ce bloc, vous aviez un cours qui fait de la programmation comparée entre VBA et Python. Donc, il s'agit de faire beaucoup d'applications financières, en effet, en faisant simultanément du VBA et du Python, parce que dans les boîtes, très souvent aujourd'hui, une des, une des tâches qui est souvent faites, c'est de faire passer des bibliothèques de VBA en Python. Et donc, pour ça, avoir une compétence dans les deux langages, c'est très bien. Ensuite, vous aviez deux cours de Python, un cours sur la programmation orientée objet, donc des éditeurs. Vous aviez un cours qui était plus orienté sur les API, la maîtrise des API. Alors, soit l'API Bloomberg de manière spécifique, soit les API en général. Et puis, les étudiants avaient aussi un cours dans ce bloc de l'informatique, un cours de C#, qui faisait un cours de 18 heures à peu près. Ok. Et puis, il y avait un dernier bloc dans le premier semestre, dans le parcours Kant, qui est un gros bloc d'économétrie, où là, vous faites à la fois de l'économétrie non linéaire et puis de l'économétrie de la vol. Et au deuxième semestre, dans ce bloc, dans ce parcours quantitatif, il y a encore un gros bloc d'application informatique où ils vont faire donc du machine learning, du NLP, on appelle ça du NLP, du Natural Language Processing, d'accord? Vous avez un cours de C++, mais qui est un cours d'intro. Il ne faut pas non plus pas en 18 heures que vous allez devenir un expert en C++. Et puis il y a un cours de C++ appliqué au trading. D'accord. Et puis, donc vous avez tout un ensemble de cours à application informatique. Ensuite, ils ont un bloc dérivé et produits structurés. Ils font du risque de crédit, des produits structurés en Python, du trading de taux, des modèles de pricing d'options options exotiques et d'options américaines. D'accord? Ils ont un cours qui est dédié un petit bloc qui est dédié à la gestion alternative. Donc, en l'occurrence, il y a une partie hedge fund, il y a une partie immobilier, une partie commo, etc. Et enfin, il y a un bloc trading, stratégie d'investissement, où ils ont un cours de gestion et trading des produits dérivés. Ils ont des cours où on applique le deep learning à certaines stratégies, le hedge fund, etc., etc. Et pour le parcours marché, c'est à peu près équivalent. Sauf que, évidemment, là où il y avait une partie machine learning, dans le parcours marché, cette partie machine learning elle est plutôt remplacée par des cours de finance, de finance de marché. Voilà. D'accord? Donc, c'est un volume à peu près traditionnel, mais où, en effet, vous avez à chaque fois ben, pas loin de la moitié des cours qui sont soit des cours purement info, vous voyez, genre le cours de programmation orientée objet en Python, soit des cours qui sont des cours de finance, mais où on passe son temps, le 2 tiers de son temps en salle de machine. Ok. Alors, y a-t-il d'autres questions dans la conversation? Alors, est-il possible de rejoindre après un M1 ID en majeure économie? Euh, c'est possible, mais c'est pas l'idéal. Donc, vous ne perdez rien à candidater. Il faut vraiment que vous ayez une bonne base dans les matières économétrie, dans les matières informatiques. D'accord? Et et si vous êtes pris, il faudra récupérer une partie de la finance, quoi. D'accord. Ça, c'est déjà fait. Mais c'est plutôt au niveau M1. D'accord. Mais ça, c'est déjà fait. Ouais. Quelle est la proportion d'étudiants venant du M1 Mido de Dauphine? Elle n'est pas énorme. En fait, grosso modo, on a quelques étudiants de Mido qui intègrent le master, mais en effet, vous n'êtes pas de gros pourvoyeurs. C'est normal parce qu'en Mido, de toute façon, vous avez quand même pas mal de F2. Et donc, ouais.
vous avez le profil, d'accord? On a déjà eu de manière régulière des bidos, mais en effet, au niveau la part, vous n'êtes pas la part la plus importante. Alors, alors, autre question. Hop. Attendez, je vais recommencer par là. Euh, donc, les matières, Mido. Alors, les profils les plus recherchés au niveau des écoles. Euh, a priori, on pourrait penser que c'est une école d'ingénieur, d'accord, mais en fait, quand on regarde certaines écoles de commerce, il y a aujourd'hui des formations qui sont assez quantitatives. Et donc, par exemple, cette année, on a des étudiants qui viennent de l'EDEC, qui ont fait une formation de finance au sein de l'EDEC et qui même l'ont complété. Je crois que c'est un double diplôme qu'ils ont fait en poursuivant une formation en maths info à l'université. D'accord. Donc, le tout, c'est qu'en effet, vous ayez une formation qui, en fait, vous permette d'avoir déjà un bon niveau de départ au niveau informatique, au niveau code. Et, euh, alors, étant étudiant d'une école d'ingénieur, est-il possible d'intégrer ce master en M2 directement? Oui, bien sûr. Bien sûr. La plupart des étudiants, en fait, même quasiment tous, sont intégrés au niveau M2 uniquement. D'accord? Donc, c'est soit des étudiants qui sont alors, en dernière année de leur école d'ingénieur et qui obtiennent de leur école de faire en fait la dernière année dans le M2, soit des étudiants qui sont diplômés M2. D'accord. Euh, donc, oui, étudiant école de commerce, oui, d'accord. Vous pouvez en effet intégrer le M2. Il y en a, même dans le parcours Kant, on a des étudiants qui ont fait l'école de commerce. Et encore une fois, il s'agit simplement que durant votre parcours, vous ayez suffisamment fait non seulement de la finance un peu magistrale sur papier, mais que vous avez fait en effet beaucoup d'applications, quoi. Et en même temps, parfois aussi, il y a des étudiants d'écoles de commerce qui n'ont pas forcément, comment dire, des formations très techniques et qui simplement, lors de césure, lors des expériences professionnelles, ont réussi à intégrer des postes, en effet, là, très quantitatifs, et où ils ont pu, finalement, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils aiment bien le code, etc., ils ont pu par eux-mêmes progresser et en étant aidés par leur équipe. Donc ça aussi, on le prend en compte, il y a de manière régulière des profils comme ceci, y compris, par exemple, des profils à Dauphine, on a une mention finance, qui n'est pas forcément très, très quantitative, mais parfois, parmi ces étudiants, il y a des étudiants qui, en effet, ont une grosse appétence pour la finance quantitative, et ils font des choix pendant leurs années de prendre les matières les plus quantitatives. Ça permet d'augmenter la dose qu'ils ont en moyenne par rapport à leurs collègues. Et en même temps, en stage, ils font des stages très quantitatifs. Et donc, de manière régulière, on prend, par exemple, parmi les étudiants de la mention finance de Dauphine, quelques étudiants, d'accord, et on les intègre sans problème, dès lors qu'en effet, ils ont leur parcours, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau universitaire, ben, réussi à suivre les formations nécessaires. Voilà. Voilà, donc il faut le commerce, etc. Alors le L2 peut-il se faire en alternance? Donc je vais répondre oui, tout à fait. Et ça se fait très bien, hein. En finance de marché, autant encore une fois en corporate, évidemment, il y a un problème avec les postes qui intéressent le plus les étudiants qui font du corporate. D'accord? Et donc, en fait, dans le parcours corporate, il y a peut-être un tiers d'apprentis simplement. Autant en marché, aujourd'hui, les équipes sont très partantes pour l'apprentissage, parce que malgré tout, l'apprentissage, ça leur permet d'avoir pendant un an quelqu'un au lieu d'en avoir 6 mois. Ok. Et en plus, dans la formation, le rythme de l'apprentissage, souvent, ça leur convient assez bien parce qu'il y a cette partie alternance, bon, où en effet, ce qui les embête un peu parfois,
c'est de n'avoir que 3 jours l'apprenti en entreprise, mais il préfère toujours évidemment avoir le maximum. Donc ces 3 jours, c'est pas le maximum, donc il tient un peu la tête souvent par rapport à ça. Mais la période d'alternance permet finalement l'insertion. Et donc, les gens s'arrangent pour que les tâches correspondent à l'alternance. Et puis ensuite, à partir de mi-avril, grosso modo, bah, ils ont la période de temps plein. Et la période de temps plein, ben, ça dure pas loin de 5 mois, quoi. Et donc, finalement, c'est plutôt un bon profil pour eux, une bonne organisation. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de postes qui sont proposés. Oui, alors, quand il est obligé, nous avons un niveau avancé. Oui, il faut avoir un bon niveau, en effet, par un niveau, d'accord, mais il faut avoir des bases en programmation, en Python VBA surtout. D'accord, les étudiants qui ensuite, sur les autres langages, les étudiants ne sont pas supposés les connaître déjà. Hein. Dans le cours de C Sharp, par exemple, que vous avez au semestre, c'est c'est un cours qui suppose que vous n'avez jamais fait de C Sharp. Pareil pour le cours en C++. Mais en effet, pour ce qui est Python VBA, vous êtes supposé ne pas les couvrir. D'accord. Voilà. Pour les matières économétriques, d'accord, il y a une mise à niveau qui a lieu en début septembre et qui est destinée en fait essentiellement aux étudiants, par exemple, qui viennent souvent en école d'ingénieur. On a aujourd'hui une formation qui en stats ou en économétrie n'est pas forcément très importante, d'accord? Et donc il y a cette mise à niveau qui est prévue pour permettre en effet que vous, lorsque les cours d'économétrie normaux, économétrie non linéaire, économétrie de la volatilité commenceront, vous aurez un minimum de connaissances. Ok. Voilà. Alors ensuite, oui, est-il possible de vous rejoindre après un an finance à Paris-Saclay? Oui, j'ai déjà eu des étudiants qui sont venus de Paris-Saclay. Donc, c'est tout à fait possible, puisque ça a déjà eu lieu. Voilà. Euh, alors, les zéros d'admission. Alors, cette année, c'est très tôt. J'ai vu ça aujourd'hui. Les zéros d'admission, compte tenu des dates qui ont été fixées par l'université, je crois qu'il va falloir qu'on les fasse vers mi-mars. Et donc, on a à peu près une dizaine de jours autour de mi-mars. Et pour les faire, en fait, on les fera pas, on les fera en fait sur Teams. Ça permettra d'avoir plus de flexibilité. Et puis, ça limitera les coûts de transport pour les uns et les autres. D'accord? Et donc, en fait, ce sera pendant une dizaine de jours. Il n'y aura pas une journée où il n'y aura que des entretiens. Il y aura une dizaine de jours où il y aura des créneaux. D'accord? Et donc, je ferai comme tous les ans. En fait, je vous enverrai à l'avance, je vous partagerai un fichier Excel où il y aura ces créneaux-là. Donc, sur ces grosso modo 2 semaines, une dizaine de jours. Et les créneaux, vous y mettrez tous. D'accord? Et les créneaux, ben, ce sera des créneaux qui seront en général matin, midi et soir, y compris certains qui seront proposés, qui seront libres si ça vous arrange le samedi et le dimanche, pendant ces 2 semaines. Et grosso modo, c'est un entretien de 20 minutes, d'accord, pour échanger sur vos attentes et puis sur partager les autres. Voilà. Alors, au niveau des candidatures, de démotivation, oui, oui, vous pouvez pouvez évidemment, faut pas hésiter à évidemment bien rédiger votre lettre de motivation pour faire bien mettre en valeur évidemment les qualités de votre dossier, les qualités évidemment par rapport aux attentes des masters. Vous pouvez aussi demander des lettres de recommandation évidemment d'enseignants ou de professionnels. Et les CV, vous pouvez les rédiger comme vous voulez en anglais ou en français en effet. Ok. Alors ensuite, alors cette année, le parcours corpo n'est pas ouvert, Excuse me. d'accord, aux candidatures. I use the bench just once quickly. Thanks. Et donc, ce que vous Okay, pouvez faire, perfect. c'est Thank you. candidater sur le marché. Marché, il y a une partie analyse financière et autres, d'accord, qui n'est pas négligeable. Voilà, donc, c'est à vous de voir.
Ensuite, alors les métiers de vente, oui, il y a des étudiants qui, dans le parcours marché, se dirigent vers des parcours de vente, sachant que aujourd'hui, comme vous le savez, comment dire, le métier de vente a beaucoup changé, hein. Aujourd'hui, un vendeur, ça peut être quelqu'un qui est derrière un portail sur lequel on met des produits vanille. Et donc, le fait qu'il ait une compétence en info qui est assez importante, c'est pas mal finalement, souvent pour des vendeurs. Et puis, dans la vie, de toute façon, on évolue, hein. Donc on change de poste, etc. Et avoir des compétences, même si vous êtes vendeur, des compétences assez poussées, c'est toujours pas mal. D'accord, mais c'est sûr que, par exemple, les postes de vendeur, par rapport à ce que ça existait lorsqu'on a créé le master, où il y avait full de postes et full d'étudiants qui voulaient faire sales, ça a un peu évolué. Sont-ils des partenaires? Alors, les postes qu'on propose, ce ne sont pas des postes en partenariat au What do you sens où say? il n'y a pas de convention, d'accord, qui a été signée avec une It's so entreprise, difficult. comme il existe avec le BIM, qui est un autre master de Dauphine. On n'a jamais souhaité faire de partenariat parce qu'un partenariat, en fait, ça pose des contraintes. Vous savez, quand vous avez un partenariat, par exemple, avec HSBC, bah, le RH de HSBC, il s'attend à ce qu'il vous propose des postes, une dizaine de postes. Et vous, en contrepartie, il faut que, évidemment, vous arriviez à fournir les étudiants qui sont dessus. Et donc ça conduit parfois à, à mettre des contraintes sur les postes que les étudiants, sur les postes auxquels accèdent les étudiants. D'accord. Donc nous, on a préféré ne pas faire de partenariat. On vous retournez les offres qu'on obtient, sachant qu'on en a pas mal, puisqu'on a, encore une fois, on a 80 apprentis en M2 et qu'on en a une trentaine en M1. Donc en fait, le master M1 et M2 confondus, il occupe un peu plus de 100 postes sur Paris. Et donc évidemment, ça veut dire qu'il y a pas mal de contacts avec les boutiques et qui nous renvoient beaucoup, beaucoup d'offres. D'accord. Et ça vous permet, l'absence de partenariat, ça vous permet finalement d'avoir la liberté de choisir des postes qui conviennent le mieux à votre projet. Et alors, combien y a-t-il de candidatures l'année dernière? Candidatures, Yeah. il y en a beaucoup. Il y en a l'année dernière, je pense que ça devait être autour de 500 à peu près. Et bon, c'est commun à Dauphine. Il y a toujours un multiple énorme entre le nombre de postes proposés et le nombre de candidatures. Ça ne doit pas vous dissuader de candidater. Toutes les candidatures ne sont pas des. D'accord, parfois, il y a des candidatures qui sont un peu fantaisistes, etc. Donc, il ne faut pas vous effrayer pour ça. Euh, ok, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, alors, au niveau de la candidature, de la procédure, vous avez donc les entretiens qui ont lieu donc, cette année de manière assez précoce au mois de mars. D'accord. Et ensuite, je crois qu'on a à peu près, nous, une semaine pour donner les résultats. Et ensuite, vous-même, vous avez, je crois, après les entretiens, vous avez une période où vous pouvez changer l'ordre de No, vos no, sure. vœux, etc. D'accord. Sachant que à Dauphine, il y a une sorte de moulinette, une sorte d'algorithme qui est mis en place et qui dépend pas mal qui dépend de manière importante de l'ordre des vœux que vous, étudiants, bah, vous mettez, quoi. D'accord. Et notamment faire attention à l'ordre des vœux que vous mettez parce que lorsque vous serez admis, d'accord, si vous êtes admis par exemple dans un choix, dans la formation en choix 2, d'accord, tous les choix qui sont en dessous de votre choix 2 dégagent automatiquement. Vous n'avez pas le droit ensuite de dire, ah bah finalement, mon choix 2 c'était pas vraiment mon préféré, je préférais avoir le poste 4. D'accord. Par contre, les choix qui sont au-dessus, donc votre choix 2 a été pris, vous êtes en attente sur votre choix 1. Le choix 1, lui, continue à courir. D'accord. Donc, il faut faire attention à ces moments-là. Alors, les questions, le niveau de TOEIC est-il attendu? C'est toujours bien d'avoir un TOEIC, mais fondamentalement, le master, ce qui est important pour lui, en effet, c'est pas forcément les certifications en langue, c'est vraiment les compétences finance, informatique et quantitative.
Pour le CV, il n'y a pas encore une fois de langue obligatoire. Donc, quoi? Anglais et français, hein. Je ne réponds pas d'autres langues, restez anglais-français. Voilà. Ok. Que dire d'autre? Euh, I'm sorry, Mathis, could you turn your mic off, please? oui, il y a un micro qui est ouvert. Euh, Ça fait un peu de bruit. Avez-vous hop, les notes sont autant valorisées que les expériences? Euh, oui, 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 oui. Les notes, comment dire? Les notes comme les expériences, c'est des signaux qui doivent nous donner des informations sur ce que vous maîtrisez, d'accord, actuellement. Voilà. Et donc, les notes, c'est important, l'expérience, c'est important. L'important pour nous, c'est qu'une fois on a fait la sélection, que l'équipe est réunie, la promo est réunie, d'accord, on est un bon groupe homogène qui soit prêt à attaquer l'année, d'accord, sachant qu'encore une fois, vous avez des formations où l'année peut être finalement assez simple. D'accord, vous pouvez avoir des cours qui commencent à 10 heures, qui finissent à 12 heures, qui apprennent à 14 heures, qui finissent à 16 heures. Voilà, on fait des cours magistraux, etc., etc. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, c'est en effet, encore une fois, c'est beaucoup d'investissement de la part des étudiants qui est nécessaire. Voilà, si vous rentrez dans le master, vous voyez les étudiants actuellement, ils commencent un peu, on est arrivé au mois de bientôt à mi-février, il reste un mois et demi. Bon, bah là, la fatigue commence à se faire sentir. Voilà. C'est normal, c'est la période où ils ont eu des examens, ils ont eu des projets, en même temps les cours continuent. C'est une année vraiment pleine. Voilà. C'est sans doute une des années les plus pleines que vous aurez durant votre scolarité. Voilà. C'est la promesse qu'on peut vous faire. D'accord. Euh, Donc pour la branche corpo, non, vous avez le choix entre uniquement les deux parcours. Voilà. Est-ce qu'une lettre de recommandation de professeur d'un sujet non lié à la finance? Et alors, non, c'est pas hors sujet, parce qu'en même temps, ça peut nous donner une idée sur votre capacité, en effet, à vous intégrer à un groupe, à mener un projet à terme, et à être un élément moteur dans une promo. D'accord? Et donc ça, c'est important. Alors, il y aura donc 40 places en marché, 40 en corpo, 80 en marché. Alors, au niveau des places, ben, c'est très simple. Dauphine, c'est une fac qui a hérité d'une architecture qui est très particulière. Donc, il y a peu d'amphi. On a des salles informatiques qui ne sont pas forcément des grandes salles informatiques. Donc, ça limite en fait le nombre de places qu'on peut avoir dans un groupe, dans un cours. Alors, et quand on arrive par exemple, à avoir un cours où il y a 40 étudiants, ben, 40 étudiants en salle informatique, chez nous, c'est assez compliqué. D'accord. Donc, en fait, les effectifs qu'on vise, c'est en effet entre les 35-45 par parcours. Et cette année, par exemple, en marché, ils sont 35, justement 34-35. Et en Kant, ils sont un peu plus nombreux, ils sont en effet plutôt proches de la fourchette haute, donc 45. Voilà, dans le parcours Poképo ouvert, ils sont à peu près 40 aussi. D'accord? Et donc, ça, c'est un peu la limite qu'on a dans certains cours, par exemple, comme en Kant, ils sont 45, ben, on a du mal à les faire rentrer, donc on est obligé de faire deux groupes pour, par exemple, les salles informatiques en économétrie et autres. Ok. Donc mais en fait, il n'y a pas de. L'idée, c'est l'ordre de grandeur. Et ensuite, l'important, c'est qu'en effet, les deux parcours eh bien, répondent à une demande, ce qui attire suffisamment d'étudiants. Donc, on tourne
qu'on ait un bon nombre et un nombre qui puisse correctement travailler. Alors alors, les cours dans les deux marchés, en fait, sont pas tous à la carte. D'accord? Il y a des options, il y a beaucoup d'options, mais malgré tout, il y a des cours obligatoires. D'accord. Et donc, en fait, vous voyez, vous faites le choix, en fait, il y a deux niveaux de choix. Il y a le choix du parcours, et ensuite, quand vous êtes dans le parcours, il y a le choix des options. Et ces options étant plus nombreuses, encore une fois, au deuxième semestre qu'au premier. D'accord. Et ces choix d'options, ils ont lieu à l'intérieur des blocs. Et vous allez avoir un bloc gestion alternative. Au sein de ce bloc gestion alternative, d'accord, bah, vous aurez le choix entre le cours qui est consacré au hedge fund, qui est optionnel, le cours qui est consacré à l'immobilier, qui est optionnel, le cours des comos, la gestion le trading de dérivés, etc., etc. Ok. Donc c'est au sein de, grosso modo, il y a des blocs de cours qui sont posés, et à l'intérieur, vous avez des enseignements, qui sont des enseignements en général, le volume, c'est en général pas loin de 18 heures, donc 6 séances, quoi. Et donc les options, choix des options, c'est à l'intérieur de ces blocs. Voilà. Alors, bah, en salle de marché, bah, en fait, en salle de marché, la proportion, bah, dans les deux parcours qui sont ouverts, je pense qu'ils sont quasiment tous, ouais, pas tous, enfin, elle est très, très grande, hein. Elle est très grande. Euh, et encore une fois, les postes, je sais pas la liste des postes d'apprentissage ici, mais ils sont très diversifiés. Vous avez même des gens qui sont sur des desks de Forex, des desks de fixed income, au sein d'équipes d'investissement. J'en avais qui étaient là, c'est en analyste quantitative au sein de la recherche à Ostrom. Vous avez à Amundi des gens qui sont dans des trucs d'assurance de portefeuille, qui font etc., quoi. C'est vraiment très variable. Mm. Alors, l'ordre des vœux, est-ce que l'ordre de nos vœux rentre en compte dans la candidature? Bah, les deux, en fait, ça rentre en compte en effet dans les candidatures. Et puis, en effet, bah, vous pouvez l'expliquer lors de l'entretien. D'accord. Euh, L'ordre des vœux est connu des formations lorsque vous candidatez. Donc, chaque candidature, on sait si vous avez mis la formation en vœu 1, vœu 2, vœu 3. D'accord? Et bon, je pense que tout le monde en tient compte, évidemment. Si vous mettez une formation, on veut, je sais pas quoi, 4 ou non, c'est uniquement 3, c'est un signal aussi de votre intérêt. Donc, bon, c'est normal que ça joue. Pas forcément au niveau de l'entretien, mais au niveau de. Voilà. Alors, combien d'étudiants aux euros? Ben, en fait, comme c'est pendant une période de 10 jours et que ça se fait par Teams, d'accord? Donc, j'ai réparti ça. En fait, l'année dernière, on a auditionné beaucoup de candidats. On a réussi à auditionner pas loin de 100 candidats. Vous voyez, c'est très large. Sachant que à la fin, on en a recruté euh, alors, les chiffres exacts, je ne sais plus, mais je pense que ça devait être autour de la moitié du parcours, de chaque parcours, donc ça fait à peu près entre 40 et 50. Voilà. OK. Donc, il y a pas mal de places. Voilà. Et cette année, comme l'année dernière, c'est une très bonne promo. On est très content des recrutements extérieurs qu'on a fait et des formations qu'ont reçues les étudiants qu'on a pris. Voilà. C'est- Ça se marie bien. Les étudiants qui sont dans les parcours n'ont pas le même évidemment itinéraire selon les écoles qu'ils ont eues, mais les forces des uns et les forces des autres, ça se compense bien.
Et ça forme une promotion qui, à la fois, et cette année, encore une fois, très appréciée des enseignants. Chez Karian. Les retours, par exemple, des soutenances de gestion quantitative étaient très positifs. D'accord, c'est très bien comme ça. Donc, c'est pas satisfaisant. Euh, alors, il ne me reste plus que 5 minutes, je crois. Donc, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Nouveau message. Hésitez-t-il à planifier toutes les dates concernant la candidature? Oui, en ligne, sur Dauphine. Si vous tapez sur Google candidature master Dauphine, normalement vous allez arriver à une page sur le site de Dauphine qui est sur celui des candidatures. Vous avez en effet les dates. D'accord? Et en effet, faites attention aux dates parce que plus les années passent, plus Dauphine en fait a tendance à décaler de manière les dates de toute la procédure de plus en plus vers le début de l'année. Donc bientôt, l'année dernière, on faisait les entretiens, dans mon souvenir, plutôt début avril. Là, on est quasiment à mi-mars. Donc faites bien attention à ça. Mais en effet, sur le site, vous trouvez les dates. OK? Monsieur, Oui, je me permets de vous poser la question à l'oral parce que mes messages ne s'envoient pas sur le chat malheureusement. Bah, déjà, oui. merci beaucoup pour la présentation. C'était pour savoir si les personnes qui ont effectué un M1 en management stratégique sont Hmm. bien éligibles pour postuler directement en M2 dans la branche corpo du coup. Non, la branche corpo n'est pas ouverte en fait. Ok, ok, Non, elle n'est pas ouverte. Donc vous pouvez candidater sur la branche marché ok, où vous avez une part, vous avez parmi les co-options, vous avez pas mal d'éléments de, de finances d'entreprise, d'accord, pour tout ce qui est valorisation et autres, faire du stock picking et autres, d'accord. Mais la branche corpo n'est pas ouverte, ouais. ça marche, merci. D'accord. Euh, d'autres questions? Non. Alors, je suis diplômé depuis octobre. Est-ce que je peux postuler en apprentissage? Alors, bah, si vous êtes en CDI, sauf vous pouvez postuler en apprentissage, mais dans ce cas-là, évidemment, va falloir faire un choix entre votre CDI et l'apprentissage. D'accord? Le CDI, voilà, vous pouvez quitter votre CDI. D'accord? C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé. Des étudiants qui, en effet, choisissent de refaire une formation pour mieux affûter leur profil. Et ça marche assez bien. Les étudiants qui avaient fait ça, je pense que ça remonte à 2 3 ans, avaient trouvé sans difficulté l'apprentissage. Ça posait pas de problème. Voilà. Voilà. Alors, ok. Bon. Quoi d'autre pour répondre? Hum, euh, donc, par rapport à l'apprentissage, il y a aussi un élément que je n'ai pas mentionné, qui n'est pas très connu, c'est que l'apprentissage peut commencer avant que commence l'année. D'accord? C'est-à-dire que si vous trouvez un contrat d'apprentissage et que l'entreprise et vous trouvez très bien de commencer l'apprentissage, non pas en septembre, mais au mois d'août ou au mois de juillet, c'est tout à fait possible. D'accord? C'est pas mal parce que ça vous permet parfois de faire votre intégration à l'entreprise avant les cours. D'accord? Donc à 100%, vous êtes à 100% à temps plein pendant cette période avant septembre. Et donc, de même que vous pouvez finir l'apprentissage 2 mois après la fin de l'année. Donc, ça aussi, ça avait été demandé parfois par certaines entreprises et par les étudiants concernés, qui avaient voulu en fait prolonger que l'apprentissage, au lieu de finir comme d'habitude en mi-septembre, avait fini fin octobre. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. D'accord? Sachant que, bah, en effet, si ça vous va, si vous êtes libre et que vous êtes intéressé par ça, bon, bah, ça vous permet en effet de faire votre intégration. Sinon, vous ferez l'intégration dans l'entreprise au mois de novembre.
lorsque vous passerez en alternance. Et là, évidemment, bah, parfois, c'est c'est un peu prenant. Vous n'êtes que 3 jours en entreprise et puis vous avez les cours. D'accord? Donc, faire l'intégration, c'est pas forcément toujours facile. Et donc, alors que vous pouvez le faire tranquillement avant, quoi. Et puis en même temps, ça fera que si vous commencez votre contrat avant le début de l'année, bah, l'entreprise, elle vous signera votre contrat donc, bah, en août ou fin août ou mi-août ou début juillet. Et donc pendant la période où vous serez à temps plein à 100% à l'université, bah, vous serez quand même payé par l'entreprise. Voilà. Voilà le petit avantage. Très bien. Bon, bah, si j'ai épuisé le stock des questions, bah, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à m'envoyer des mails. D'accord? Les mails à Dauphine, c'est très simple. C'est prénom.nom@dauphine.tsl.u. D'accord? Donc, vous pouvez facilement trouver d'ailleurs le mail et puis vous pouvez donc m'envoyer des questions. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis bon, bonne fin de soirée. À bientôt, j'espère. Au revoir.